Donc effectivement, à côté de moi, il y a Pauline Mbakou, à l'initiative de cette association Espoir de Vivre, elle-même concernée par la maladie. Je pense qu'elle aura le plaisir tout à l'heure de vous faire part en fait de son expérience. Et parmi nous, le professeur Pierre-Simon Rocheril du CHU de Nice, pédiatre et cancérologue. Docteur Fabien Mayuma du CHU de Gonesse, pédiatre et généraliste. Il faut rendre à César ce qui est à César. Lui-même sera à même de le présenter avec le titre qu'il se doit. Le professeur Giraud est une référence en matière de pathologie hématologique, et particulièrement donc de la drépanocytose, pour laquelle il a travaillé depuis de très nombreuses années. Et donc voilà, aujourd'hui, moi je pense que c'est un honneur pour nous d'avoir dans ce genre d'association la présence particulièrement du professeur Giraud et de M. Rolich, qui nous permettent donc, qui vont nous parler surtout de leur expérience, parce que je crois que c'est ça qui est le plus important, nous parler de leur expérience, des espoirs éventuels qu'il y a dans la prise en charge de la drépanocytose. Et donc j'espère que vous serez à même de leur poser de nombreuses questions auxquelles ils se feront le plaisir de répondre. Voilà, merci. Merci, docteur. Voilà, donc comme je disais, l'association Espoir de Vivre a vu le jour en juillet 2011 à l'initiative de Pauline Mbakou, qui en est aujourd'hui la présidente. L'objectif de ce rendez-vous est d'installer un bureau local, raison pour laquelle Pauline, que je remercie fortement, que je vous invite à applaudir parce que c'est quand même quelqu'un qui s'investit afin... Oui, son investissement est flagrant, d'autant plus qu'elle-même, elle est mère d'une fille drépanocytaire. Voici aujourd'hui l'association Espoir de Vivre, dont j'ai l'honneur d'assumer la direction, s'est posée afin, dans la région des Alpes-Maritimes et sa belle ville de Nice, bien évidemment, après 5 ans de dure lutte contre la drépanocytose en région parisienne. C'est un moment d'intense émotion et immense joie, mais c'est surtout un réel soulagement de voir se concrétiser aujourd'hui un vœu et une décision de notre Assemblée générale du 28 octobre 2015, tenue à Rueil-Malmaison, au cours de laquelle avaient pris part certains membres qui auront cet après-midi en charge l'antenne des Alpes-Maritimes que nous inaugurons cet après-midi. Créée en octobre 2011 dans la ville de Rueil-Malmaison en Île-de-France, à mon initiative personnelle, l'association Espoir de Vivre a essayé, sans grand moyen, de mener des missions de prévention de la drépanocytose par l'information et la sensibilisation d'adultes et des jeunes de la région parisienne, dans des salles à la fois modestes et prestigieuses, comme l'Assemblée nationale, et dont l'animation plutôt a été assurée par des grands spécialistes de la maladie. Je cite pêle-mêle le professeur Robert Giraud qui nous accompagne aujourd'hui, ici présent donc, et qui nous a toujours accompagnés depuis le début. Le professeur Marianne de Montalembert de l'hôpital Necker de Paris, le docteur Michel Benemou et docteur Mayuma qui est avec nous du CHU Gonesse. Je voudrais souligner que le docteur Mayuma est par ailleurs membre de notre conseil d'administration. Je n'oublie pas le docteur Assania Kate ou Laurent Olvoé de l'hôpital Robert Debré à Paris. Et chacun d'eux est assez pour lesquels la mémoire m'a trahi. J'ai redit la très profonde gratitude de l'association. Dans sa volonté d'apporter l'appui
à la lutte mondiale contre la drépanocytose, l'association a eu même l'audace d'aller en Afrique, où meurent par milliers des enfants drépanocytaires avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Par manque de prise en charge médicale, 75% des enfants décèdent de la drépanocytose selon l'OMS. En novembre 2015, l'association séjournait à Lomé, la capitale du Togo, et y réalisait une campagne d'information du public sous forme de conférences et d'ateliers, sous forme de communication à la radio et à la télévision publique dont vous avez peut-être vu les images tout à l'heure. Elle a réussi aussi à organiser des dépistages auprès des étudiants de l'université publique de Lomé. Cette association au Togo a été facilitée par un coup de pouce de la BNP et grâce au partenariat avec les associations togolaises de lutte contre la drépanocytose. Comme au Togo, tout au long de ces 5 années d'existence, l'association a bénéficié de l'appui non négligeable des tiers. La mairie de Rueil-Malmaison, son parrain, monsieur l'ancien ministre de l'Intérieur, l'hôpital de Gonesse, où nous rendons visite aux enfants malades en décembre de chaque année et qui nous associe à la manifestation annuelle de la Journée mondiale de la drépanocytose. Les partenariats ont été également engagés avec d'autres groupes franciliens qui mènent notre combat. Mais l'association veut davantage d'action et franchir un nouveau cap. C'est ce qui nous a conduit à vouloir étendre plutôt notre présence dans certaines parties des territoires appartenant au pourtour méditerranéen où l'on rencontre la drépanocytose. C'est une mission incitante et exactante, mais ô combien de très difficile. C'est même un défi énorme, parce qu'il faudra parler d'une maladie qui n'est pas du tout connue et qui, pour ceux qui la connaissent, reste la maladie d'une seule catégorie de population, les Noirs. Face à l'ignorance et aux réticences, l'association Espoir de Vivre aura pour outil la patience et la détermination afin de faire passer son message en s'appuyant sur les autorités particulièrement la mairie de Nice et les départements. Leur solidarité et leurs aides lui seront indispensables parce que nous poursuivons le même objectif qui est d'assurer le bien-être de la population et la santé publique. L'association compte aussi sur la générosité citoyenne. Vous aussi, mécènes d'entrepreneurs, membres d'une fondation, bénévoles, etc. Venez vers nous. S'il vous plaît, votre apport, de quelle nature qu'il soit, sera utile à l'association Espoir de Vivre, principalement à son antenne de la région des Alpes-Maritimes. Celle-ci est entre de bonnes mains de Madame Adolphine Mbadou, qui est la représentante de l'association Espoir de Vivre Nice. Et Frédéric Soudé, des personnes très engagées dans la cause associative. Frédéric Soudé. Excusez-moi, je me permets de l'interrompre un peu. Je ne voudrais pas qu'elle parte sans faire un témoignage que j'avais prévu de faire. Parce que je pense vraiment que depuis que je connais Marie-Pauline, j'ai rarement vu des gens aussi actifs dans ce qu'ils faisaient.
La preuve, c'est de nous avoir déplacés depuis Paris jusqu'ici, le grand nombre de gens qu'elle a présentés. Ça, c'est la première chose. Je voulais d'abord lui dire à elle, parce qu'on l'oublie souvent, félicitations pour tout ce que tu fais, de un. De deux, c'est important d'avoir gardé cette persistance dans la qualité des choses qu'elle fait. C'est toujours de très haute qualité, la preuve, parce que nous avons 2 éminents scientifiques qu'elle a déplacés pour nous. Ça paraît extrêmement important à souligner, et je voulais qu'elle comprenne qu'elle fait l'honneur et la fierté de nous qui sommes originaires du même pays qu'elle, parce qu'elle rehausse un peu une certaine image, et beaucoup de gens le comprendront ici. Et donc je tenais vraiment à le dire depuis très longtemps, à témoigner à Mme Pauline notre admiration. Je pense que le mot, et je le pense sincèrement, c'est une admiration que je porte et que d'autres portent, de la voir à la base de ça, de la voir continuer à le faire et surtout assurer cette qualité des réunions comme elle nous l'assure toujours. Donc je voulais te dire, Mme Pauline, je sais que tu as été touchée dans ton corps et que tu es touchée régulièrement par cette maladie, nous le savons, tous ceux qui sont proches de toi le savent. Et en tout cas, je voulais te le dire, très sincère félicitations et bravo. J'invite donc le professeur Giraud de l'hôpital Necker de Paris pour nous faire une présentation de cette maladie. Merci. Merci beaucoup de me donner la parole au cours de cette assemblée. Je voulais avant tout remercier les orateurs qui m'ont précédé. Donc, mon objectif, et ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'introduire cette réunion en définissant la maladie drépanocytaire. Qu'est-ce que la drépanocytose? En donnant un aperçu de l'épidémiologie, c'est-à-dire du nombre des malades dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique, affectés par la drépanocytose. Comme vous le verrez, comme vous le savez peut-être, il s'agit d'une maladie grave, mortelle parfois. Donc, que peut-on dire aujourd'hui de l'espérance de vie des patients drépanocytaires quand ils sont correctement pris en charge? Et puis enfin, il s'agit d'une maladie génétique, j'expliquerai ce mot dans quelques instants. Que peut-on faire ici et ailleurs en matière de prévention à l'égard de la maladie drépanocytaire? Je reviens au premier terme de mon propos, la drépanocytose. Définition: la drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine, ce qui suppose immédiatement de définir ces 2 termes, hémoglobine et génétique. C'est une chose qui me frappe beaucoup actuellement dans une consultation de génétique que je tiens à l'hôpital Necker. La grande majorité des couples qui arrivent et qui viennent pour drépanocytose ne savent pas ce qu'est l'hémoglobine, ne savent pas ce qu'est la drépanocytose. Alors tout d'abord, l'hémoglobine. L'hémoglobine, chacun sait ce que c'est, même s'il ne sait pas ce que c'est, dans la mesure où, quand on fait une prise de sang, par exemple, tout le monde voit que le sang est rouge. Quand on saigne, le sang est rouge. Pourquoi? Parce que le sang contient des globules rouges. Et ces globules rouges sont rouges, pourquoi? Parce qu'ils contiennent de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ce qui fait que notre sang est rouge, c'est ce qui est contenu dans les globules rouges. Et cette hémoglobine, qui est très importante, puisque c'est elle qui, dans le corps, va transporter l'oxygène des poumons à toutes les cellules. L'hémoglobine est donc un transporteur d'oxygène, elle est nécessaire à la vie. Et cette hémoglobine que nous avons dans notre sang, il s'agit d'un caractère génétique, ce qui signifie que nous en avons reçu la moitié de notre père et la moitié de notre mère. Jusqu'à présent, il faut encore un homme et une femme pour faire un enfant. Donc il y a 2 sources d'hémoglobine dans le sang de chaque nouveau-né, dans le sang de chacun d'entre nous, ce qui signifie qu'il est possible qu'on ait reçu la même hémoglobine de notre père et de notre mère, ou bien qu'on ait reçu 2 hémoglobines différentes. Et c'est ce qui se passe en ce qui concerne la drépanocytose. Pourquoi? Parce que l'hémoglobine, une hémoglobine particulière, à laquelle on a donné le nom d'une lettre de l'alphabet, l'hémoglobine S, et cette hémoglobine S est l'hémoglobine de la drépanocytose.
ce qui signifie que certaines personnes ont reçu l'hémoglobine A d'un de leurs parents et ont reçu l'hémoglobine S de l'autre. Et ces sujets sont parfaitement bien portants. Mais ces sujets sont dits porteurs sains. Pourquoi? Parce qu'ils portent l'hémoglobine, ils ont de l'hémoglobine S dans leur globule rouge, mais ils ne sont pas malades. Et ces sujets qui ont reçu A d'un de leurs parents et S de leurs parents, le jour de l'autre parent, le jour où ces sujets ont un enfant, ils vont donner une moitié d'eux-mêmes. Et quand on est à S, on va donner à son enfant soit A, soit S. Et c'est pourquoi des couples, tous les deux AS, porteurs sains, sont exposés au risque de donner naissance à un enfant qui va recevoir S de son père, S de sa mère, et celui-là, qui n'aura pas d'hémoglobine A dans son sang, sera dit SS, et celui-là est atteint par la maladie drépanocytaire. La conclusion de ce discours, c'est qu'il y a deux formes radicalement différentes de la drépanocytose, et il ne faut pas les confondre, c'est deux choses complètement différentes. Il y a les sujets AS, porteurs de la maladie drépanocytaire, mais qui ne sont pas affectés par la maladie drépanocytaire, et les enfants qui sont atteints, eux, par la maladie drépanocytaire, parce qu'ils ont reçu S et S et ils n'ont pas A dans leur globule rouge. Comment peut-on faire le diagnostic de ces différents états? Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle une étude de l'hémoglobine. Il s'agit d'une affection qui porte sur l'hémoglobine, donc tout médecin est capable de prescrire une étude de l'hémoglobine à un patient qui est devant lui, et en France, tous les laboratoires d'analyse médicale sont capables de faire cet examen. C'est une situation très particulière dans les maladies génétiques, où très souvent on ne peut pas détecter les porteurs, et où on fait le constat qu'on est porteur d'une maladie quand un enfant est né, sans être capable de faire le diagnostic avant la naissance. Il se trouve qu'en matière de drépanocytose, nous pouvons repérer les patients qui sont porteurs, nous pouvons identifier les couples qui sont tous les deux AS, et identifier ces couples, c'est des couples dits à risque de donner naissance à un enfant drépanocytaire. Et je terminerai là-dessus dans quelques instants en disant que c'est le dépistage des porteurs qui aujourd'hui est le cœur de la prévention de la maladie drépanocytaire. Eh bien, il est clair que la maladie drépanocytaire est répartie aujourd'hui sous la plupart des continents, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest connaît le cœur de l'histoire de la maladie drépanocytaire, je reviendrai dans un instant. Afrique du Nord, bassin méditerranéen, tout le Moyen-Orient et les Indes. Il y a autant de malades indiens drépanocytaires que de malades africains drépanocytaires. On le sait aujourd'hui grâce aux études d'épidémiologie qui sont en train de sortir. Donc la maladie est largement répandue dans le monde. Elle est particulièrement fréquente dans l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, dans la mesure où historiquement il y a des millénaires et des millénaires, c'est dans cette région du monde que la drépanocytose est apparue, puisqu'il s'agit d'une maladie génétique, c'est une anomalie génétique qui est apparue un jour en Afrique et qui, à partir de ce sujet initial, s'est répandu dans toute l'Afrique et ensuite Amérique du Nord, Amérique du Sud, bassin méditerranéen, Moyen-Orient, mais ce même événement est également apparu dans l'histoire de l'humanité en Inde. Bref, il n'y a pas que les Africains concernés par la drépanocytose, il y a aussi l'Inde, et maintenant la maladie est répartie dans la plupart des pays du monde, sauf peut-être l'Asie ou l'Europe du Nord. De ce point de vue-là, j'insiste bien sur son point, certes il y a une drépanocytose noire, mais il y a aussi une drépanocytose blanche en termes de couleur de peau. 20% des malades que je suis à l'hôpital Penaud, que j'ai suivi au cours de ma carrière, sont des malades blancs, ne sont pas des malades noirs. Donc ce n'est pas une stigmatisation de la population noire, non, c'est plus subtil que ça. La maladie est répandue chez les blancs et chez les noirs. Un côté positif, un côté négatif, si j'ose dire. Le côté positif est le suivant. Il a été montré dans la région parisienne, en Angleterre, que la grande majorité des patients pris en charge dès la naissance, atteints par la maladie drépanocytaire, suivis par des pédiatres,
le collègue qui va parler derrière moi est un malade qui prend en charge des enfants drépanocytaires, eh bien, ces enfants arrivent pour 96 à 98% d'entre eux à l'âge de 20 ans et dépassent l'âge de 20 ans. Ce qui signifie qu'on ne meurt plus, est-ce qu'on peut oser dire ça, mais j'ose le dire, qu'on ne meurt plus de maladies drépanocytaires quand on est correctement pris en charge depuis la naissance et correctement suivi par des médecins, hospitaliers spécialistes et généralistes qui vont travailler ensemble pour assurer le meilleur suivi possible à ces enfants. Je rappelle que la mortalité naturelle chez l'enfant est de 1 à 2%. Donc vous prenez 100 nouveau-nés, vous les recomptez à 20 ans, vous en avez perdu 1 à 2% non drépanocytaires, la mortalité infantile, et vous en avez perdu 2 ou 4% en ce qui concerne les patients drépanocytaires. Ce qui n'a rien à voir avec la mortalité qui est observée dans d'autres pays. On a parlé d'Afrique centrale tout à l'heure. J'ai été la semaine dernière avec mon ami Léon Chilolo, qui est un Congolais de Kinshasa, qui a monté un centre de prise en charge des enfants et adultes drépanocytaires à Kinshasa, et qui me disait que 50% des enfants drépanocytaires ou non drépanocytaires mourraient avant l'âge de 5 ans au RDC, ce qui signifie qu'il y a une grande mortalité infantile dans son pays, comme il l'expliquait, et ça m'a rappelé effectivement ce qu'on a observé dans d'autres pays, et notamment en France, lorsque les grandes causes de mortalité infantile que sont les infections, notamment le palu en Afrique, les diarrhées, les difficultés nutritionnelles sont réglées, la mortalité infantile est réduite, et tous les enfants atteints de maladies génétiques, drépanocytose, hémophilie, mucoviscidose ou toute autre maladie génétique mourraient et meurent dans la grande mortalité infantile, quand dans un pays, la mortalité infantile est très importante. Et c'est à partir du moment où le niveau de santé d'une population, la qualité de la médecine s'élève, que les causes de mortalité infantile diminuent, que dans l'histoire de l'humanité, on a vu apparaître les maladies génétiques, alors que tous les enfants qui ont été atteints mouraient auparavant en bas âge. En effet, lorsque les grandes causes de mortalité infantile que j'ai dit tout à l'heure sont réduites, on voit apparaître et on voit émerger les maladies génétiques. C'est ce qui s'est passé en France dans les années 50-60. Effectivement, l'hygiène, les vaccinations, la qualité de la nutrition, la qualité de la médecine et de la prise en charge des enfants a fait qu'on a réduit considérablement la mortalité de la maladie drépanocytaire et qu'on a vu effectivement apparaître les maladies drépanocytaires. Et c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. Lorsque la santé des enfants s'améliore, la mortalité infantile diminue, on voit apparaître des enfants, des adolescents et des adultes drépanocytaires. Et les collègues avec lesquels je travaille, que ce soit Bamako, Dakar, Libreville ou Kinshasa, nous disent tous que maintenant, ils ont des cohortes d'adolescents et d'adultes drépanocytaires qui apparaissent, puisque la qualité de la prise en charge dans leur secteur fait en sorte que la grande mortalité infantile n'emporte plus tous les patients drépanocytaires. Ça, c'est le premier point concernant les enfants. Et le deuxième point, qui est aussi un côté, à mon avis, très positif, c'est qu'il a été montré et publié au début de l'année les courbes d'espérance de vie des adultes drépanocytaires. Je parle cette fois-ci de l'Angleterre, de la France et des États-Unis. Il a été montré effectivement que l'espérance de vie, la médiane d'espérance de vie des patients drépanocytaires adultes, aujourd'hui en France, à Londres et aux États-Unis, atteignait 60 à 65 ans. Donc on n'est plus du tout dans une situation qu'on a connue en France, c'est 40 ou 50 ans. On n'est plus du tout dans cette situation-là. On voit effectivement que tous les enfants drépanocytaires doivent aujourd'hui, étant bien pris en charge, atteindre l'âge d'entrer dans la vie adulte, et que l'espérance de vie progresse, et progresse de façon très importante, puisque quand on compare ce chiffre de 2007 d'espérance de vie de 65 ans à celui qui a été publié il y a une vingtaine d'années, qui était de 45 ans, on voit que correctement pris en charge, l'espérance de vie des patients drépanocytaires est de 1 an chaque année.
ce qui est aujourd'hui la réalité, en sachant bien que l'âge moyen de ces cohortes de patients est de 30 à 35 ans. Lorsque l'âge moyen des patients sera plus élevé, dans quelques années, la mortalité risque d'augmenter. Mais je voulais insister sur ce côté très positif de l'efficacité de la prise en charge et du traitement des patients drépanocytaires. Et comme va le dire le docteur Roglic dans quelques instants, on n'a pas besoin de thérapeutiques extravagantes et extraordinairement coûteuses pour être très efficace dans la prise en charge des patients drépanocytaires. La grande question qui se pose dans tous les pays du monde aujourd'hui, que faire en matière de prévention? Eh bien, en matière de prévention, c'est l'information, comme il a fait aujourd'hui, informer au maximum, parce que l'information doit précéder toujours le dépistage, et puis ensuite, c'est lancer des programmes de dépistage pour faire en sorte que les personnes AS le sachent et le découvrent avant qu'ils aient eu des enfants et qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation que je vis depuis 40 ans, comme tous les pédiatres qui sont dans cette salle, c'est apprendre à un couple qui sont tous les deux AS alors qu'ils sont en train, parce qu'ils ont devant eux un enfant qui est atteint par la maladie drépanocytaire. Effectivement, aujourd'hui, il faut travailler en amont pour faire en sorte que les porteurs de la drépanocytose soient informés sur leur état et qu'ensuite, grâce au conseil génétique, je ne détaille pas les mesures, qu'ils sachent le risque auquel ils sont exposés d'une part et qu'ils connaissent les moyens que la médecine peut leur proposer pour faire en sorte que ces couples dits à risque aient des enfants, mais des enfants qui ne soient pas malades. Vaste programme considérable, et on sort de la médecine, on sort dans des programmes de santé publique, des programmes politiques. Mais il faut savoir effectivement que c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vous prie pour accueillir donc la représentante du maire, Madame Mati Diouf, déléguée aux droits des femmes, à la parité, à la francophonie. Alors, bonjour à tous, et je me suis dépêchée pour venir dire juste un petit mot de bienvenue, puisque le plus important, c'est l'éclairage aussi qu'apportent nos éminents professeurs, que je tiens ici à saluer de leur présence, qui ont fait le déplacement, en tout cas pour 2 d'entre eux. Monsieur le professeur Roglic, vous avez en tout cas les salutations de votre consoeur plutôt, qui est Véronique Pakis, que je tiens ici à excuser, qui n'a pas pu être là, parce qu'elle aurait été beaucoup plus à l'aise à ma place, en tout cas pour parler de la drépanocytose, d'autant plus qu'elle est professeure en recherche génétique. Alors, simplement vous dire que moi je suis ravie d'accueillir un peu des éminents spécialistes pour parler de cette maladie qui est assez méconnue, en tout cas ici à Nice, en tout cas moi je parle de ce que je sais, qui est assez méconnue ici à Nice. Et en cela, je tiens à féliciter vraiment Madame Pauline Bavacou, donc justement qui nous vient de Paris, qui a décidé de venir quand même apporter, venir faire une sensibilisation sur tout ce qui est prévention autour de cette maladie qui n'est pas du tout connue. Donc elle a voulu quand même dupliquer ce qu'elle fait magnifiquement bien à Paris, d'ailleurs aussi à Rueil-Malmaison, puisqu'elle est aussi conseillère municipale à Rueil-Malmaison, et venir nous expliquer, venir un peu sensibiliser cette population. C'est bien la première fois ici à Nice. Et Madame la Présidente, en tout cas, en ma qualité de représentante du maire de Nice, je tenais à vous remercier pour cela, nous permet de pouvoir parler de cette maladie qui touche quand même le plus particulièrement les populations d'Afrique noire, d'Inde, d'après ce que j'ai entendu aussi, et ultramarine. Et c'est important de pouvoir venir parler de cela ici, pour pouvoir justement essayer de mettre en place donc, des ateliers de prévention, pouvoir parler de cette maladie. Je tiens aussi à, peut-être pas monsieur le professeur Roglic, qui le sait déjà, vous savez que Nice est une ville de plus en plus reconnue pour la qualité de sa politique de santé. Et cette qualité, elle peut s'expliquer aussi par la vitalité de nos universités, bien sûr, de nos laboratoires et de nos chercheurs. Cette qualité aussi s'explique plus particulièrement aussi par la volonté d'un homme, qui est Christian Estrosi, qui a voulu quand même mettre en place une politique ambitieuse de santé, et ce, depuis 2008. Et pour cette majorité municipale que je représente ici, la santé est une priorité absolue. Et le but de cette volonté aussi, c'est de pouvoir rendre la santé accessible à tous. Et à cet effet, un des pôles majeurs aussi que nous essayons de développer
mais je me fais très modestement donc l'écho de mes collègues qui sont médecins, que je viens de citer maintenant, c'est de travailler à l'amélioration de la prévention par le développement des actions de dépistage. Et le professeur Giraud, vous en avez parlé tout à l'heure. Voilà, donc en tout cas, pour vous dire que nous sommes très attentifs à ce que vous nous apportez, Madame la Présidente, tout en saluant ici votre vice-présidente déléguée, Madame Odolphine Malou, que je salue ici, que je connais de vue, et j'espère qu'on aura l'occasion aussi de travailler beaucoup plus en profondeur, si j'ose dire, puisque c'est vrai que l'association Espoir de vivre vient tout juste de s'installer ici à Nice. On souhaiterait collaborer, asseoir encore plus cette collaboration et développer vraiment un partenariat pour pouvoir apporter justement l'information qui nous manque tant, puisque je parle sous le contrôle des professeurs ici présents. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de cas de drépanocytose ici à Nice, mais peut-être que vous y reviendrez. Mais en tout cas, nous, notre rôle, en tout cas le rôle de la municipalité que je représente, c'est d'aider et d'accompagner justement à des actions de prévention et de sensibilisation. En tout cas, Madame la Présidente, ça fait peut-être 2-3 jours qu'on se connaît à peine. On a beaucoup échangé, j'ai eu le plaisir de vous accueillir dans mon bureau et j'aimerais vraiment pouvoir collaborer aussi avec votre vice-présidente déléguée à mettre vraiment en place une véritable conférence sur cette thématique-là. Émérite, on en a déjà parlé avec ma collègue Véronique Pakis, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est professeure en recherche génétique, pour justement essayer de voir aussi comment on peut apporter cette information à l'ensemble de la population, pas qu'à la population noire, mais comme vous l'avez si bien dit, M. Giraud, mais à l'ensemble de la population niçoise. En tout cas, sachez que je suis à vos côtés pour pouvoir travailler sur des colloques et des conférences et avancer un peu sur cette maladie qui nous concerne tous, puisque aussi, de plus en plus, avec le métissage, avec le flux migratoire, nous sommes plus concernés. En tout cas, merci et pardon encore pour le retard. Et je vais écouter très attentivement donc tout ce que vous aurez à dire, parce que moi aussi, je suis peut-être pour la plupart, comme beaucoup ici, nous avons une méconnaissance totale un peu de cette maladie. En tout cas, merci à vous d'avoir fait le déplacement. Merci. Merci, ma chère Patrick. Je vais demander donc au professeur Pierre-Simon Rollrich du CHU de Nice, pédiatre, cancérologue. Madame Mbakou, Madame Mbalou, qui va maintenant ici diriger l'antenne locale de l'association, Madame Diouf, chers collègues, et vous tous qui êtes là, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir échanger avec vous sur cette maladie, la drépanocytose. La drépanocytose, on a vu, M. Giraud vous a expliqué à quel point en Afrique c'est un problème gravissime et à quelle vitesse les enfants meurent en bas âge. Chez nous, dans les pays développés, les enfants ne meurent pas en bas âge, ou heureusement très peu, mais la drépanocytose reste un tueur silencieux, reste une maladie qui va détruire les gens, mais par l'intérieur, de façon souvent bruyante, mais parfois aussi insidieuse. Et donc c'est vraiment un travail de longue haleine, un travail de tous les jours pour éviter toutes ces complications de la drépanocytose et pour que nos patients aillent le mieux possible avec cette maladie. Le professeur Giraud vous a dit à quel point il est important de faire la prévention, de pouvoir éviter que ces enfants naissent avec cette maladie, mais une fois qu'ils sont nés, une fois qu'ils sont là, eh bien, il faut les soigner le mieux possible et leur permettre d'atteindre l'âge adulte. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la drépanocytose? L'hémoglobine, qui d'habitude est comme du sucre dans l'eau, qui d'habitude est diluée dans nos globules, tout d'un coup, elle va se solidifier, elle va se cristalliser, et le globule rouge va être déformé par cette hémoglobine. Et le globule rouge va se coincer dans les vaisseaux, lui qui d'habitude passe comme
comme un petit ballon, une toute petite bille, toute souple, qui d'habitude passe dans les vaisseaux, va se coincer et ça va entraîner la première complication de la drépanocytose, qui est les crises vaso-occlusives. Donc ces crises vont toucher l'enfant à partir de 6 mois environ et vont entraîner des douleurs. Elles peuvent affecter tous les organes, tous les endroits du corps, y compris les organes les plus nobles, le cerveau, les poumons, les reins, le foie, et entraîner donc ces douleurs épouvantables. La deuxième complication de la drépanocytose, c'est l'anémie. Comme ces globules sont déformés par cette hémoglobine cristallisée, malheureusement, ils vont être détruits, ils vont exploser, et ça va entraîner une anémie chronique qui va beaucoup gêner les enfants pour bouger, pour courir après le ballon et pour mener une vie normale. La troisième complication redoutable de la drépanocytose, ce sont les infections. Comme la rate, très tôt chez ces enfants, ne fonctionne plus, la rate, d'habitude, c'est un organe qui mange les bactéries qui passent dans la circulation. Et là, la rate ne fonctionne plus, et donc il y a des bactéries qui vont survivre dans le corps et qui vont entraîner des complications très sévères, des infections, des septicémies, des infections des os également, qui peuvent conduire malheureusement soit à des handicaps sévères, soit même parfois au décès. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout ça? Le premier mot, le maître mot, c'est l'éducation. Expliquer la maladie, expliquer à l'enfant, expliquer aux parents, et tout mettre en place pour éviter au maximum ces crises. Il y a un certain nombre de règles d'hygiène que vous connaissez. Boire beaucoup, lutter contre la fièvre, lutter contre les infections, éviter la déshydratation, le froid, les efforts violents. Donc tout ce côté éducation, il est vraiment fondamental. Par exemple, mon collègue, le professeur Chérif Raimi, que j'ai connu à Paris, à Robert-Baudry, et qui maintenant travaille au Bénin, il éduque les enfants et il leur explique « ton pipi ne doit jamais être jaune. Dès que tu es allé faire pipi, tu dois boire de façon à ce que ton pipi reste toujours clair. » Vous voyez, ça c'est l'éducation. C'est quelque chose de très pratique, de vraiment très simple à comprendre pour l'enfant, mais c'est fondamental pour éviter les crises. Au-delà de l'éducation, il y a bien sûr la vaccination, il y a la prophylaxie avec les vitamines que l'enfant doit prendre tous les jours, avec les antibiotiques, et souvent ça ne suffit pas à éviter les complications graves de la maladie. Et notamment chez certains enfants, on va avoir des crises au niveau du cerveau, l'enfant ne s'en aperçoit même pas, et progressivement avec les années qui passent, à l'école, alors qu'il était très bon à l'école au début, ses résultats scolaires vont baisser, et finalement quand on va s'en apercevoir, il sera trop tard, il aura malheureusement un cerveau très abîmé par la maladie. Alors, une fois qu'on a ces complications, et même avant de les avoir, on a maintenant des traitements. Puisque vous savez que c'est l'hémoglobine qui est anormale, eh bien, il faut qu'on change l'hémoglobine. Et pour changer cette hémoglobine, on a une façon simple qui est la transfusion. Donc dans certains cas, dans certaines urgences, on va faire des échanges transfusionnels, c'est-à-dire qu'on va prendre le sang, prendre les mauvais globules et les remplacer par des bons globules. Et nous avons ici à l'hôpital, au CHU de Nice, mis en place un programme d'échange transfusionnel, notamment pour les adultes, qui se font avec des machines, qui se font très simplement. Et on a maintenant une vingtaine de patients qui sont en programme d'échange. Et puis, il y a un autre moyen qui est plus moderne, qui est moins lourd aussi en termes de souffrance et de séjour à l'hôpital pour les patients, c'est l'hydroxyurée. L'hydroxyurée, c'est un médicament qui va faire retourner l'hémoglobine à comme elle était pendant la grossesse, comme elle était alors que l'enfant était encore un petit bébé dans le ventre de sa mère. Je vous ai dit tout à l'heure que les crises commençaient vers l'âge de 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'avant l'âge de 6 mois, il reste encore cette hémoglobine fétale
Et cette hémoglobine fœtale, elle n'est pas touchée par la maladie, elle est normale. Et donc on va essayer avec cette hydroxyurée de faire refabriquer par le corps de l'hémoglobine fœtale. Et ça marche très bien, ça ne marche pas chez tous les patients, mais ça marche chez la majorité des patients, que ce soit des enfants comme des adultes. Et donc notre but ici, à Nice, en PACAS, c'est d'éviter au maximum que les enfants soient hospitalisés pour des crises. C'est de tout faire, grâce à cette hydroxyurée, pour que ces enfants mènent une vie normale et qu'ils fassent le moins de crises possible, qu'ils soient hospitalisés le moins souvent possible. Ensuite, il y a des patients pour qui l'hydroxyurée ne marche pas ou ne suffit pas, et il va y avoir quelques patients qui vont pouvoir bénéficier d'une greffe de moelle. Et quand on fait une greffe de moelle, on va changer tout le système hématopoïétique, tous les globules et donc l'hémoglobine qui est dedans. Et ces greffes de moelle, on les développe aussi dans beaucoup de centres, y compris à Nice, et on maîtrise de mieux en mieux ces greffes de moelle. Donc c'est des procédures qui sont lourdes, mais qui permettent de guérir définitivement ces patients. Enfin, il y a un dernier traitement dont vous avez tous entendu parler, qui va arriver, on espère, dans les années qui viennent, mais qui pour l'instant est encore au niveau expérimental. C'est la thérapie génique, c'est changer les globules rouges qui sont dans la moelle sans être obligé de faire une greffe de moelle, avec une procédure quand même qui restera assez lourde, mais qui représente l'avenir pour tous nos patients. Néanmoins, on ne pourra pas, vous pensez bien qu'on ne pourra pas faire la thérapie génique chez les milliers de patients qu'il y a en France et chez les centaines de milliers de patients qu'il y a en Afrique et dans les autres pays très touchés. Donc vraiment, il faut mettre le paquet sur la prévention, sur l'éducation et sur l'hydroxyurée, qui est un médicament qui apporte vraiment une grande amélioration dans l'état de santé de ces patients. Le docteur Mahuma arrive donc de l'hôpital de Gonesse. Il a effectué la route depuis hier soir en voiture et nous a rejoint ce matin. Je vous demande un peu. Alors, Madame Bakou a commencé d'abord par restituer le sens de l'événement, donc qui a créé en fait une antenne de l'association ici à Nice, ce qui avait été décidé par l'Assemblée générale de 2015. Donc de créer donc cette association ici. Elle a rappelé le rôle de l'association et de ses œuvres dans des pays étrangers, par exemple ce qui s'est passé au Togo, par exemple, et comme l'ont dit les spécialistes hématologues, elle a rappelé l'importance de la prévention, qui est donc extrêmement important. C'est le message un peu que l'association est venue apporter ici à Nice. C'est la prévention qui est le mot-clé dans la prise en charge de la drépanocytose. Et elle attend, et ses attentes par rapport aux Niçois, dont elle espère une participation, une adhésion à l'association. Après, le professeur Giraud, qui fut mon maître, est intervenu. Donc j'aime bien le rappeler parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça fait quand même plus de 30 ans, 40 ans même, donc, que je sais qu'il s'occupe de ce problème, donc ça fait une sacrée expérience que je tiens encore une fois à saluer. Alors, M. Giraud a rappelé donc les objectifs qui sont de clarifier donc, les idées au niveau de la drépanocytose. Il a insisté sur le fait que la drépanocytose, ça restait une maladie grave. C'était important à l'entendre, c'est une maladie qui est mortelle. Et par contre, il y a un espoir, c'est que la prise en charge et l'espérance de vie peut être améliorée lorsque cette prise en charge est faite de façon correcte. D'où se posait la question de que faire, comment faire cette prévention. Alors, il nous a rappelé que c'était une maladie qui était une maladie génétique. Je me permettrai de rajouter que c'est ce qui est écrit, c'est la maladie génétique la plus importante du monde et la plus répandue en France. Donc c'est une maladie qui est due, c'est une maladie de l'hémoglobine qui est contenue dans le globule rouge, l'hémoglobine qui est donc responsable de la couleur rouge du sang et qui est surtout responsable du transport de l'oxygène. Et cette maladie est donc transmise par les deux parents qui chacun portent une moitié de l'hémoglobine malade. Et donc
cette hémoglobine malade, c'est l'hémoglobine S, qui est donc responsable de la drépanocytose. Mais beaucoup de gens sont porteurs sains, et donc ces gens-là, comme nous le savons, comme nous le rappelons, sont donc des gens qui sont à considérer comme sains. Après, il a parlé bien sûr de ce que nous avons tous compris, les drépano-SS, qui sont donc les personnes malades. Et ce diagnostic qui se fait par l'étude de l'hémoglobine, qui permet d'identifier ainsi les couples à risque. Donc, le dépistage des porteurs est important pour permettre donc la prise en charge, pour permettre donc à ces gens de pouvoir avoir une prévention, pour permettre ainsi d'intervenir avant pour éviter la survenue de la maladie. Il nous a rappelé que c'était une maladie qui touchait tous les continents, c'est quand même très important à entendre, et surtout il y a une information qui moi m'a heurté, malgré le fait que je suis professionnel, c'est d'entendre que s'il y avait 20% de malades qui étaient des blancs, c'est qu'il y a quand même une notion, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, qui n'est pas très souvent dans nos esprits et dans nos discussions, mais je pense que c'est extrêmement important à dire. C'est vrai que dans ma petite expérience comparativement à la leur, un malade que j'ai dépisté, c'est vrai que c'était un petit enfant qui venait du Maroc et qui n'avait pas la peau noire comme on aurait pu l'attendre à l'époque. Mais c'est quand même une maladie qui est plus fréquente en Afrique, essentiellement en Afrique noire, centrale et de l'Ouest. Alors, il nous a donc insisté sur le fait que c'était une maladie grave, avec un risque de mortalité. Mais lorsque le traitement est fait et qu'il est fait correctement, il y a quand même des éléments très importants d'espoir à obtenir, dans ce cas de M. Giraud. Chez les enfants, ça permet jusqu'à 96 et 98% d'enfants à dépasser et atteindre l'âge de 20 ans. C'est vrai que j'ai des souvenirs comme ça, là aussi une petite expérience personnelle. Quand on était là-bas, j'ai perdu un copain à 18 ou 17 ans. Et c'est vrai que pour nous, à l'époque, bon, il y a une quarantaine d'années maintenant au pays, on savait que c'était presque normal que cet enfant-là meure. Et c'était même plutôt exceptionnel. Il avait même vécu un peu plus que les autres. Et on était très très jeunes et ça a beaucoup marqué les gens. Donc, le pourcentage, malheureusement ce pourcentage, n'est pas obtenu dans nos pays pauvres, puisqu'il y a ce que l'on pourrait appeler des multifacteurs qui interviennent, qui font que cette prise en charge peut malheureusement être rendue difficile. Par contre, l'espérance de vie des adultes en pays développés, M. Giraud pense que les gens, aujourd'hui, on est à 60 ou 65, les gens peuvent arriver jusqu'à 60 ou 65 ans. Et là, j'ai noté le mot par lequel il a fini, que j'ai trouvé que ça pouvait vraiment résumer sa pensée, c'est qu'il faut savoir de façon claire qui dit quoi, pour faire quoi et à qui les diriger. Et c'est vrai que ça me semble vraiment ça qui est important, parce que je lui ai raconté tout à l'heure quand on déjeunait, c'est en médecine, comme on dit, on ne trouve que ce que l'on cherche. Et c'est vrai que les gens qui ne savent pas ont pu voir passer dans leurs mains des enfants qui avaient des signes, mais qui n'ont pas pu être diagnostiqués et qui peut-être dans des mains plus expertes auraient pu être diagnostiqués plus tôt. Donc M. Giraud conclut en disant il faut savoir qui dit quoi, pour faire quoi et à qui les dépister. Alors donc là est intervenu M. Rolich qui a rappelé donc la situation dans les pays développés, et j'ai trouvé ça, le mot était fort, mais c'est vraiment, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'entendre, que la drépanocytose était un tueur silencieux. C'est un tueur, donc c'est une maladie de longue haleine, et c'est pareil, donc la prévention peut permettre donc là aussi de pouvoir éviter qu'on en arrive à cette situation-là. Donc, il a rappelé ce que nous appelons en médecine la physiopathologie, c'est-à-dire ce qui explique la maladie et les signes, c'est les obstructions entraînées par la déformation des globules rouges suite à certaines situations particulières, le froid, les efforts, la fièvre, qui fait que le globule rouge va prendre une forme en assiette et entraîner une obstruction, et ainsi entraîner les conséquences et les signes cliniques qu'on voit, notamment les trois plus importants, les crises vaso-occlusives qui sont secondaires à l'obstruction des vaisseaux par le globule rouge, donc il n'y a plus d'oxygénation et ça fait des douleurs. Tous ceux qui connaissent les enfants les ont vu souffrir. Et là aussi, un petit rappel dans ma petite expérience, je me souviens d'un enfant dans le service où je travaillais à un moment donné, quand on rentrait dans le service, 30 mètres plus loin, 40 mètres plus loin, on l'entendait qui hurlait. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement pénible pour les parents.
Il y a l'anémie, qui est donc secondaire à la destruction de ces globules rouges, et finalement les infections à répétition. Alors donc, le professeur Rolich insiste donc, là aussi, compte tenu de la gravité de cette maladie, je rappelle que M. Giraud a dit qu'elle était une maladie mortelle, M. Rolich a dit que c'était un tueur silencieux, ils insistent donc sur la prévention. Mais malheureusement, si cette prévention n'a pas été faite, il y a des enfants qui naissent drépanocytaires. Que leur proposer? M. Rolich insiste donc sur l'éducation, lutter contre la fièvre, faire boire ces enfants-là, effectivement, faire donc éviter les efforts violents, et comme il a dit, bien vérifier que les enfants sont bien hydratés. Il y a des familles où il y a la petite bouteille d'eau, je connais des familles où les bouteilles d'eau sont là, tu devras les boire. Quand je rentre le soir, c'est la maman qui dit si tu les as pas bu, tu vas voir. J'ai connu une dame comme ça, et c'est vrai qu'elle a permis à son enfant pendant très très longtemps de ne pas avoir des cris. Je ne dis pas que c'est ça, mais en tout cas, elle était très vigilante. Les vacciner contre essentiellement le pneumocoque, qui est un des microbes qui sont responsables des problèmes après le dysfonctionnement de la rate. Faire ce qu'on appelle une prophylaxie, leur donner ces antibiotiques qui les protègent quand la rate ne fonctionne plus, leur donner des vitamines, et surtout se battre contre les complications. Et donc, il a passé au traitement, qui est donc les échanges transfusionnels, il a bien expliqué. C'est en fait le principe, c'est de changer le sang pour pouvoir diminuer le pourcentage et le taux d'hémoglobine malade. On donne du sang neuf et on diminue le taux d'hémoglobine malade, et du coup, donc, il n'y a plus de raison qu'il y ait des obstructions dans les veines. Alors, l'hydroxyurée, qui est donc un produit qui a comme rôle d'augmenter la concentration de l'hémoglobine fœtale, qui, en principe, n'est pas responsable et protectrice. Il a parlé de la greffe de moelle, mais je pense que comme chaque fois qu'on parle de greffe de moelle, c'est toujours avec beaucoup de réticence. On n'a pas l'impression que... Moi, je sais que j'ai perçu quelques enfants qui avaient eu de la greffe de moelle. En tout cas, c'est quelque chose dont on a encore peut-être vous dire un petit peu plus. Mais bon, je pense que voilà, ça fait partie des choses. Et puis la thérapie génique, qui serait surtout une médecine d'avenir. Donc, en fait, tout ce qui ressort de ce qui a été dit par nos intervenants, nos éminents spécialistes, et c'est ce que l'on dit toujours, c'est la prévention. Donc je pense vraiment, et c'est pour ça qu'encore une fois, j'ai toujours soutenu cette action de Maman Pauline, parce qu'en médecine, c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que la prévention, et dans tous les domaines, Je veux dire, si aujourd'hui on dit aux gens d'arrêter de fumer, c'est bien parce qu'on sait qu'il est beaucoup plus simple, quand on n'a pas fumé, donc de ne pas avoir les conséquences que de courir après les conséquences de la cigarette, voilà. Et donc à nos enfants, effectivement, il faut leur rappeler, peut-être sur le plan de la rigolade, que quand ils sont en soirée et qu'ils sont porteurs AS, avant de commencer à faire la cour à une fille, de lui demander sa carte de dépistage. Voilà. Je finirai donc par là, en vous remerciant encore une fois de vos brillantes interventions, et merci de votre attention, à eux surtout, et on peut les applaudir, je pense qu'ils le méritent. Merci également au docteur Mayumba pour ce bel exposé. Je pense que nous pouvons remercier nos trois intervenants, ainsi que notre adjointe quand même qui a donné quelques mots, pour ce cours magistral avec des mots simples pour nous qui ne sommes pas du domaine médical. Je pense que nous avons quand même saisi un peu la portée de cette maladie. Il est important que vous puissiez poser des questions, et je vois déjà la main de Magali qui se lève. Bonjour, alors moi je suis Magali Lono. Donc ma question s'adresse à Madame Makou. L'association, est-ce qu'elle concerne uniquement la France ou c'est international? Est-ce qu'il y a une antenne par exemple au Congo démocratique? Déjà j'avais cette question-là. Merci pour votre question. Nos médecins, nos deux spécialistes viennent de dire que c'est dans le monde entier. Parce qu'avant, ça touchait l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils viennent de dire, ils étaient clairs que maintenant, ça touche aussi la peau blanche. Et quand je fais, je ne le fais pas que pour l'Afrique, mais je le fais pour le monde entier. Et comme ils sont là, ils peuvent vous dire, ils savent que je contribue aussi pour le gouvernement français pour les dépenses. Parce que quand on fait la prévention, c'est-à-dire qu'on évite d'avoir des enfants malades. Parce que quand on a des enfants malades, ça coûte excessivement cher à la sécurité sociale. J'espère qu'ils voient ça. Alors, quand on fait la prévention, ça diminue.
Je ne peux pas le faire que pour les enfants du Congo parce que je suis congolaise. Non. Ça, je dis non parce qu'elle est internationale. Et la preuve, mon premier voyage international que j'ai pu faire, c'était au Togo. Un pays que je ne connais presque pas. Je n'ai jamais été de mon enfance, mais j'ai été pour faire la prévention. Et comme je vous dirais, pour moi, faire une conférence, même si j'ai 3 personnes, c'est un plaisir pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les 3 personnes qui vont venir assister à la conférence, quand ils partiront, ils diront « Ah, on est à une conférence, on a parlé de la drépanocytose. » Parce que regardez que la drépanocytose, peut-être que vous ne comprenez pas, c'est une première maladie génétique au monde, mais qui reste encore méconnue jusqu'au XXIe siècle, c'est ça. Voilà, c'est ce qui n'est pas normal. Parce que pour tout ça, l'information n'a pas été passée avant. Donc moi, mon but, c'est de me déplacer partout au monde pour faire la prévention sur la drépanocytose. Parce que quand je vois ma fille souffrir, moi, c'est-à-dire que je me trouve incapable, ce sentiment d'impuissance d'une mère à soulager sa fille qui est malade, j'en souffre. Et je me suis dit, je me mettrai au service des autres pour pouvoir passer l'information. Donc, je ne peux pas le faire qu'au Congo, je le ferai partout au monde. Même s'il y a d'autres gens qui sont d'autres pays, qui viennent après la conférence, me proposer pour aller le faire dans leur pays, ça sera une bonne chose pour moi. La preuve, on a parlé avec une dame qui est dans la salle, et je vois Fanta, son fils était un grand garde reproché du président gambien. Quand il lui a parlé, ils m'ont appelé de la Gambie pour dire que voilà madame, on aimerait vous voir ici au Gambie pour faire la conférence. Et moi, quand je me déplacerai par là, parce que moi j'ai la conférence, mais le but de la conférence c'est d'organiser la conférence, comme vous voyez donc les conférences, pour que je fasse venir les professeurs pour expliquer la maladie. Parce que moi je ne suis pas médecin et d'aider. Pourquoi je l'ai formé? Parce que quand j'ai été voir les médecins, Marianne de Montalabel, qui est professeur, qu'ils connaissent très bien, j'ai dit, mais pourquoi docteur, jusqu'à nos âges, on peut encore avoir des enfants drépanocytaires à nos jours plus tôt, alors que l'information devait passer à l'avance? Il m'a dit, madame, vous comprenez que nous sommes médecins. Nous recevons les familles des enfants malades. Mais nous, on n'a pas le temps d'organiser des conférences. C'est à vous, les mères des enfants malades, les parents des enfants malades, d'organiser des conférences. Et quand vous nous appelez, pour nous, c'est un plaisir. On ne peut pas dire non, parce que c'est pour passer l'information. Donc voilà, je vais être bref, c'est pour le monde entier. Alors, j'avais une deuxième petite question qui peut sembler idiote a priori. Donc, je m'adresse à les 3 médecins ici présents. En termes de prophylaxie, est-ce que par exemple, on peut imaginer un jour qu'il y ait une vaccination comme il y en a pour d'autres maladies? Le problème des maladies génétiques, c'est que c'est vraiment porté par le corps, par toutes les cellules du corps qui ont donc le gène qui est déficient. Et donc, une vaccination, à proprement parler, non, ça n'existe pas. Par contre, est-ce qu'un jour, les thérapies géniques pourront être administrées de façon aussi simple, presque, qu'une vaccination? Pourquoi pas? Mais c'est pas demain, c'est plutôt après. C'est vraiment une question de base. C'est le refus de certains parents, tout simplement de refuser de se faire dépister. Et on a du mal avec ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez un tuyau à nous donner, parce qu'on se bute beaucoup avec la recrudescence de la foi actuelle dans toutes les religions. Il y a beaucoup de gens, tout simplement, qui vous disent non, je ne fais pas de dépistage. Je ne veux pas qu'on dépiste, même si je suis porteur, et même si mon mari est porteur, je ne veux pas. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous avez des idées à nous proposer pour parler à ces gens-là? Je voudrais répondre à votre question, et je voudrais répondre de la façon suivante. Il me semble qu'en matière de prévention, il y a d'abord et avant tout l'information, comme l'a très bien dit l'information, c'est-à-dire que toutes les personnes, effectivement, qui sont originaires de régions du monde dans lesquelles la drépanocytose constitue un véritable problème, soient sensibilisées
au fait qu'ils sont peut-être porteurs de la drépanocytose. Et c'est bien notre objectif aujourd'hui. Vous, aujourd'hui, et autour de vous, tiens, tu viens d'un pays où il y a la drépanocytose, il serait bien que tu te fasses dépister pour savoir si tu es porteur ou pas. Mais je dis bien que l'information précède le dépistage. Il ne faut pas aller dans le sens inverse. Moi, j'ai commis parfois l'erreur de faire ce test au milieu d'autres examens biologiques et de me retrouver avec un test à expliquer à des patients auxquels je n'avais pas dit que j'avais. Ça, c'est une grande faute médicale. Donc, tous les programmes de dépistage, à mon avis, doivent être précédés par des campagnes d'information, par l'information par tous les moyens, et ensuite, les gens choisissent. Ils sont libres. C'est mon opinion. Ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Ils sont libres. Informés, savoir qu'ils sont exposés au risque de donner naissance à un enfant malade atteint d'une maladie dramatique et qui bouleverse complètement une famille quand il y a un enfant qui est atteint par cette maladie, ils le savent, ils sont informés. Est-ce qu'ils vont utiliser cette information pour se faire dépister? Il y a ceux qui vont dire oui et il y a ceux qui vont dire non. On respecte leur liberté. Moi, c'est mon opinion. Mais si vous y réfléchissez bien, je fais l'avocat du diable dans cette affaire. Il n'est peut-être pas si simple que ça de savoir qu'on est porteur d'une maladie parce que ça pose plusieurs types de problèmes. D'abord, ça vient des parents, on va le transmettre aux enfants. Donc on est dans la filiation. On n'est pas comme dans une sérologie d'une hépatite. D'accord ? On est dans un problème qui touche à la filiation. Donc on est dans quelque chose qui est très profond. Et qu'il y ait des gens qui hésitent effectivement à toucher à cet aspect-là des choses, moi je le comprends et je le respecte. D'accord ? Donc, ça c'est un premier aspect. Et une fois que vous êtes porteur, vous avez, sous l'angle de la plaisanterie, mais qui est la vraie vie, et tu es en soirée, effectivement, tiens, tu vas faire du gringue à une demoiselle, je parle des hommes, tu vas faire du gringue à une demoiselle, mais il faudrait peut-être que je lui demande son étude de l'hémoglobine. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, mais c'est comme ça qu'on transmet la maladie. On est bien d'accord. Donc voilà la situation. Donc on est devant des choses qui sont complexes, comme dirait notre président de la République. Cette affaire est complexe. Et il me semble qu'il faut essayer de clarifier les choses. Moi, il me semble, j'ai le conseil génétique dans la prévention, et je milite pour la prévention, information, information, information au maximum. Pousser à l'information, donc réaliser le test de dépistage, d'accord ? Mais en respectant la liberté. Et puis le deuxième point derrière, c'est en offrant le service d'informer ceux qui ont été dépistés, le service médical qu'on peut proposer à ces patients. Et vous abordez effectivement l'éventuel dépistage matin. En d'autres termes, on se lance dans des campagnes d'information que quand on a organisé l'aval. C'est-à-dire que quand quelqu'un va avoir son test, qu'il sache quoi en faire, qu'il sache où aller, qui rencontrer. Est-ce que, je te disais, qui va-t-il rencontrer, il va lui dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas préparés à ça. Beaucoup de gens pleins de bonnes intentions, qui disent tiens, tu devrais te faire dépister, on va dépister, puis quand ils ont un test positif, ils sont paniqués. Celui qui a proposé, il sait tiens, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire. Il faut bien l'avoir réfléchi avant de lancer des campagnes de dépistage, de savoir où on va diriger ceux qui auront été dépistés et qui va leur dire quoi. De ce point de vue-là, en médecine, le dépistage de la drépanocytose est original. Je m'explique. Quand on fait du dépistage en médecine, on recherche des malades. On dépiste un cancer du sein, on dépiste une hypertension, on dépiste une drépanocytose, une hépatite, le VIH. On va dépister des malades et on va les traiter. Quand on dépiste la drépanocytose, on ne dépiste pas un malade, il est bien portant. On dépiste chez cette personne un risque auquel il est exposé de naissance. C'est très original et on est devant quelque chose de neuf et de nouveau. Puisque comme je le disais tout à l'heure, on entre en matière de drépanocytose dans une période, on va se lancer dans la période de temps pour la prévention. Et ça va être une prévention particulière, dans la mesure où on ne va pas dépister des malades pour les traiter, on va dépister quelqu'un pour lui expliquer un risque génétique. Très original. Il faut donc réfléchir à tout ça et savoir quels sont les services auxquels on va adresser des personnes, des consultations,
Et de ce point de vue-là, c'est complexe, parce que ça peut très bien être le médecin traitant, vous insistez sur ce point, ça peut être des consultations de conseils génétiques, ça peut être des associations, et je pense effectivement qu'il n'y a pas une solution à toute une série de situations complexes. Alors maintenant, vous abordez le dernier point, qui est celui d'un couple qui est exposé au risque de donner naissance à un enfant atteint par la maladie drépanocytaire. Le couple est AS tous les deux, il y a un enfant qui est là, et on peut proposer, effectivement, ça fait partie de ce qu'on doit dire, ce que la médecine doit dire, effectivement, à un couple qui est à risque. Eh bien, vous êtes exposé, chaque fois que vous avez un enfant, au risque une fois sur 4 de donner naissance à un enfant atteint de la maladie drépanocytaire. Et la médecine peut vous proposer, mais moi je ne dirais pas que c'est obligatoire, la médecine peut vous proposer de faire à 12 ou 14 semaines d'aménorrhée, comme disent les gynécos, le diagnostic pour savoir si le fœtus atteint, d'autres disent l'enfant atteint, le fœtus atteint, vous voyez qu'on touche à des choses qui sont ultra sensibles, très complexes effectivement, savoir si l'enfant est atteint par la maladie drépanocytaire ou ne l'est pas, et la médecine et la loi autorise une interruption médicale de grossesse quand le fœtus est atteint. Donc on est dans des choses extrêmement lourdes, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que derrière ces campagnes de dépistage, il y a toute une série de conséquences en aval qui sont très graves et auxquelles il faut avoir bien réfléchi avant de se lancer dans cette affaire. Et de ce point de vue-là, c'est le constat que je fais au Conseil génétique. Il y a aujourd'hui 6 à 8 femmes exposées au risque de donner naissance à un enfant drépanocytaire qui dit docteur, merci de vos informations, mais je ne veux pas d'interruption médicale à grossesse. Pour moi, ce n'est pas la solution, ce n'est pas la bonne solution. Mais là, je m'engage personnellement en disant ça. Pour moi, c'est faire en sorte que les personnes à risque sachent qu'elles sont à risque, et puis ensuite, voir ce qu'on peut. Vous sentez bien que même le spécialiste n'est pas à l'aise, il ne sait pas très bien ce qu'il fait. Donc, je vais simplement alerter en disant il faut beaucoup réfléchir à ce que l'on fait. Et si on sent dans des campagnes de vaccination qu'on ait bien envisagé les différentes étapes, qui va s'adresser aux populations à risque pour leur dire quoi, quel test on va faire, et quand il est positif, qu'est-ce qu'on fait des gens? On les renvoie pas en disant débrouillez-vous. Non, c'est pas ça. Il faut offrir un service qui va jusqu'au bout. Et ça, aller jusqu'au bout, c'est aller loin. C'est peut-être proposer le dépistage prénatal. Donc on est devant une affaire qui est vraiment extrêmement sérieuse et très compliquée. Et moi, je ne fais qu'exposer toute une série de problèmes, mais je n'ai pas de solution à tous les aspects du problème. S'il y avait une solution, elle aurait été connue. Nous avons déjà anticipé le fait d'aller beaucoup plus loin. Donc, Nice, qui est une ville qui se veut innovante, ville intelligente, en développant justement le e-santé. Et on a quand même justement ce centre d'élevage, et je pense que le professeur vous en parlerait beaucoup mieux que moi, puisque c'est plus dans vos domaines de compétences, où justement c'est un carrefour, et rectifiez-moi si je me trompe, c'est un carrefour où il y a quand même tous les acteurs de la santé, et utiliser donc l'innovation numérique, donc la nouvelle technologie, au profit de la santé, pour déjà anticiper dans tout ce qui est question de dépistage. Parce que je pense que, avant toute chose, cette maladie, et c'est là où je vous rejoins entièrement, on a besoin de sensibiliser, on a besoin d'informer, on a besoin de faire passer le message. Et je pense aussi que c'est là où on pourra après inciter, puisque ça touche l'humain, ça touche la famille, ça touche la filiation. Et là, c'est important quand même de faire tout un travail de sensibilisation et d'information. Et je pense que le 27 d'Elval, et j'espère que j'aurai l'occasion de vous recevoir la prochaine fois, de ceux qui viennent en tout cas de Paris, de pouvoir vous faire visiter le centre d'Elval pour vous montrer à quel point aussi nous avons déjà commencé à réfléchir à cette question. Et je pense aussi, avec le professeur Véronique Pakis et Olivier Guérin, nous sommes en train aussi de créer la Cité européenne de la santé. C'est qu'à ça, hein. Donc, voilà. Donc c'est pas du tout mes domaines de compétences, parce que je suis plus dans les droits des femmes, mais effectivement ce sont des thèmes qui sont complètement transversaux. Et en tout cas, moi je voulais vous remercier pour la qualité de ces échanges. Moi j'ai beaucoup appris, puisque c'est quand même quelque chose qu'on ne connaît pas facilement, qu'on n'appréhende pas comme ça. Et en tout cas, c'était une très très belle initiative, Madame la Présidente, que je réitère ici mon invitation pour essayer d'aller encore beaucoup plus loin avec des professeurs aussi émérites que vous nous avez fait découvrir. Merci. Oui, voilà, ok, d'accord, je donne la parole donc à mon cousin ici présent.
Merci. C'est Anissé, secrétaire général de l'association Espoir de Vie. J'ai deux questions aux deux éminents professeurs. La première, c'est au professeur Robert Giraud. Vous avez parlé de l'efficacité de la prise en charge précoce. Est-ce qu'une prise en charge précoce, médicale précoce, d'un enfant drépanocytaire peut effectivement améliorer son espérance de vie? Et parce que pour le moment, on a parlé d'une espérance de vie de 40-42 ans. Est-ce qu'on a des preuves qu'un être drépanocytaire pouvait vivre au-delà de cet âge-là? La deuxième question, c'est au professeur Roriche. Vous avez parlé des traitements, entre autres de la thérapogénie, si je ne massacre pas de mots. Est-ce que c'est un traitement qui permet la guérison ou c'est seulement pour soulager les malades? Toute femme qui est passée dans une maternité, c'est qu'au 3e jour avant la sortie de l'enfant, on met des tas de sang sur un buvard pour rechercher 5 maladies génétiques, dont la drépanocytose. Et quand le test se révèle positif, autrement dit qu'un enfant est SS, les parents reçoivent un coup de fil et sont invités à rencontrer un spécialiste de la drépanocytose qui est un spécialiste hospitalier, car il faut une base hospitalière à la prise en charge, je n'insiste pas sur les détails, en relation avec les médecins traitants pour assurer le meilleur suivi. Et quand on met en place les mesures préventives, et lorsque les complications arrivent, les mesures curatives, en médecine on prévient les complications, ou lorsqu'il survient, on les traite, médecine préventive, médecine curative. Eh bien, cette prise en charge par les pédiatres, je vais laisser mon voisin parler, est très efficace, et en particulier toutes ces causes de mortalité graves que sont les infections, les anémies aiguës qui tuent tous les jours les enfants drépanocytaires, ne les tuent plus quand on met en place ces mesures. Ce qui aboutit à ce que 95 à 96, 97% des enfants qui naissent atteignent l'âge de 20 ans. Oui, c'est une efficacité remarquable. Et ceci dans tous les pays, et j'insiste bien dans tous les pays, parce que les moyens qui sont à mettre en œuvre pour être très efficaces, des antibiotiques, la transfusion, surtout le suivi régulier, l'éducation des parents, ça ne nécessite pas des moyens financiers considérables comme le traitement du cancer, le traitement des hépatites, le traitement du VIH. On est, du point de vue, on parlait finance tout à l'heure, et moi, Charles, si je m'occupe des enfants de cancer, c'est pas pour faire gagner de l'argent à la sécurité sociale, parce que je sais le drame qu'est, et vous le savez bien vous-même, le drame que représente un enfant malade dans une famille. C'est dramatique. Vous basculez dans quelque chose d'autre, on est bien d'accord. C'est contre ça qu'il faut que les médecins, c'est cool, en tant que médecin, je Donc oui, on est d'une grande efficacité. Et puis de temps en temps, il y a des complications qui nous rattrapent. 100 € à espoir de vivre. Je voulais savoir, enfin c'est très terre à terre, hein, voilà. Comment ces sous-là, à quoi ils vont servir concrètement sur le terrain et quelles sont déjà vos actions, ce que vous menez concrètement au quotidien, de palpable, de voilà. Merci pour la question. Donc aujourd'hui, si vous donnez 100 € à espoir de vivre, j'irai en visite aux enfants malades dans les hôpitaux. Aujourd'hui, même vous, quand vous êtes malade, si les lits de l'hôpital, rien ne peut vous faire plaisir que quelqu'un qui vient vous rendre visite et vous donner une petit cadeau, surtout si c'est saluer les enfants. Donc, je le fais avec mes propres moyens, comme je vous dis, vous savez, quand vous êtes touché à quelque chose, donc tout ce que je fais pour moi, c'est un plaisir. Si vous donnez, déjà, je vous dis que ça sera le bienvenu. Pourquoi? Parce qu'au mois de décembre, je dois aller rendre visite aux enfants malades à l'hôpital Gonesse où travaille le docteur. Donc je suis en partenariat avec cet hôpital-là. Ça va permettre d'acheter des cadeaux pour que je donne à ces enfants. Ça c'est un. Et de deux, les amis qui sont là, membres de l'association Gonesse, des fois on m'appelle en Afrique, partout, des pays africains on m'appelle pour me dire voilà madame, je suis à l'hôpital avec ma fille a tel, madame, mon enfant va mourir, pardon, aidez-moi. Mais ici, je suis qu'un salarié comme tout le monde. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends de mon propre. Pour moi, c'est un plaisir d'aider cet enfant qui allait mourir. Pour vous dire qu'1 € dans l'association peut sauver une vie. Et si vous le faites,
Vraiment que Dieu vous les rende un jour. Donc, la sensibilisation déjà est très importante afin que les gens sachent comment est-ce qu'on a cette maladie. Il faut faire déplacer les médecins dans les pays d'Afrique reculée, dans les villages, donc cela nécessite un coût. Il faut amener la population à se déplacer pour se faire dépister. Cela peut aussi nécessiter un coût, sachant que certaines personnes auront du mal à aller vers, je dirais, les hôpitaux habilités dans ce sens. Donc effectivement, cela nécessite des moyens conséquents. Donc merci Pauline pour cette belle action. Et je pense qu'avec l'aide de chacun, l'association Espoir de Vivre pourra aller de l'avant. Oui, cher cousin. Je voudrais vraiment vous compléter, vous deux, la présidente et vous-même, pour répondre à madame. Une manifestation comme de ces jours a été organisée et nous avons dû payer la salle. Nous devons payer les caméras, les techniciens, les impressions, le fonctionnement du bureau. C'est avec les dons des apports des membres ou des sympathisants. Donc c'est très important. Tout ce que vous donnez sert vraiment à réinvestir pour le bien de nos populations et pour le fonctionnement de l'association. C'est très important parce que nous ne sommes pas des salariés, nous ne vivons pas de l'association. Nous ne sommes pas des salariés de l'association, nous travaillons pour nous-mêmes, mais nous travaillons pour la société, et la société, et pour travailler pour elle, il nous faut des moyens. Voilà tout ce que je veux ajouter, c'est très important. Merci. Je profite donc de cette occasion pour remercier nos éminents professeurs qui sont sur place, parce qu'ils ont effectué le déplacement à leurs frais personnels. Donc merci professeur Giraud, ainsi que le docteur Mayumba, qui effectivement a tenu à être présent dans l'association et qui se déplace par ses propres moyens. On a parlé d'Ali ici, qui a ce qu'on appelle le taux d'hémoglobine de base avec lequel elle vit et qui est toléré et qui est accepté comme ça chez les drépanocytaires, peut se retrouver. Alors il y a 30 ans, quand on entendait ça, on disait bon, la maladie est nouvelle, on ne la connaît pas. Mais quand on voit que récemment, une histoire comme ça est arrivée, où l'enfant qui avait 8 grammes d'hémoglobine était au bord de la transfusion, ça a été assez surprenant. Donc c'est pour dire que le travail à faire, il est important, même malheureusement, et il faut savoir reconnaître ses faiblesses aussi, même dans nos milieux médicaux, oui, absolument. Voilà. Je peux juste une dernière question quand même qui touche un peu la population niçoise. Je m'adresse au professeur Riche. Est-ce qu'on a quand même beaucoup de cas ici à Nice dans le bassin de la population? Et ça c'est important de le dire parce que, et ça va concrétiser, ça va asseoir encore plus votre association, je pense, madame. Alors oui, vous savez qu'en termes d'organisation de santé, il faut raisonner plus en bassin de population que sur la ville simplement de Nice. Donc nous, notre domaine, le service d'hématologie qui est au CHU d'Archet, on est responsable de cette maladie et de ses complications sur tout PACA Est. C'est-à-dire qu'on va à peu près jusqu'à la moitié du Var, à peu près jusqu'à Fréjus, Saint-Raphaël. Ça fait quand même une population de, je sais pas, près de 2 millions d'habitants. Et on a donc, on est référent et on voit les patients drépanocytaires, donc au moins une fois par an, tous les patients drépanocytaires qui nous sont référés. Donc le docteur Montou les voit les enfants, il y a à peu près une 50aine d'enfants drépanocytaires, et moi je vois les enfants, mais surtout les adultes, et j'ai maintenant plus de 40 patients adultes drépanocytaires. Donc au fur et à mesure que notre action est mieux connue, au fur et à mesure, effectivement, on nous réfère tous les patients, et on a maintenant une cohorte de patients qui est tout à fait notable. Oui. Parce que c'est vrai que Nice est une terre d'accueil, hein, et donc, comme on disait, il y a beaucoup de gens d'origine africaine, mais il y a aussi des gens du pourtour méditerranéen, Turquie, hein, il y a des drépanocytaires originaires de Turquie, Grèce, voilà. Et donc, même si on n'a pas les mêmes nombres de patients qu'à Paris, ça reste tout à fait important comme problème.
de l'importance de l'association. Oui, qui souhaiterait poser une question? Oui, mon très cher Aliou. Effectivement, avant de donner la parole à Aliou, c'est important de remercier ici les présidents d'association de la ville de Nice, président dans la salle. Je vois Sabine V, présidente de Renouveau Nice Nord. Il y a le président de l'ASCA, de l'Association des Congolais de la Côte d'Azur, Ama Monseboula. Moudji Taba, donc le président de Bakoa Mayotte sur la Côte d'Azur. Tout à l'heure, nous avons vu Aliou, président de l'ASPACA, qui vient de se déplacer. Et donc voilà, Aliou, donc président de Tantalation Nord-Sud, et M. Koula, qui représente son épouse, présidente de l'association, qui vous dit. Monsieur le professeur, bonjour, madame la présidente. J'ai pu faire avec attention vos interventions, mais je n'ai pas pu saisir exactement cette implication, cette relation ombilicale entre donc, les populations noires africaines et cette maladie, donc la drépanocytose. Merci. Cette maladie génétique, la drépanocytose, est dans l'histoire de l'humanité survenue dans plusieurs populations. L'histoire de l'humanité sont des millénaires et des millénaires. Un beau jour, une mutation apparaît dans l'hémoglobine chez un individu qui va la transmettre à son fils ou sa fille, qui va la transmettre, etc. Lorsque cette mutation dans l'histoire de l'humanité est survenue dans un contexte particulier dans lequel il y avait le paludisme, il s'est trouvé que les porteurs de cette mutation étaient protégés contre les formes mortelles de paludisme. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que le paludisme ou malaria? C'est un parasite qui est inoculé par l'anophèle, par la piqûre de moustique, tout le monde sait ça. Et lorsque ce parasite est entré dans un organisme, il va subir un cycle compliqué. Et ce cycle compliqué va faire que ce parasite va passer dans le sang, dans la lymphe, dans le foie, et à un moment dans les globules rouges. Lorsque ce parasite est dans les globules rouges, il va se multiplier, et à un moment, il va faire exploser les globules rouges, et c'est l'accès palustre, la fièvre, et qui, chez l'enfant, est très grave, puisque lorsque cet événement survient dans le cerveau, l'enfant peut mourir. Il y a tous les jours des enfants qui meurent de neuropalus dans les zones où il y a le paludisme. Et donc, il se trouve que chez les sujets qui étaient porteurs de cette mutation AS, les porteurs sains AS, eh bien, lorsque le parasite fait son cycle chez l'individu, lorsqu'il entre dans un globule rouge AS, ce parasite est détruit, alors qu'il ne l'est pas chez les sujets A. En d'autres termes, lorsque dans une population, la mutation S est survenue, les porteurs AS avaient une protection relative à l'égard des formes mortelles de paludisme que n'avaient pas les AA. Vous prenez un village, vous infestez tout le monde, il y a 50% de AS, 50% de A, c'est un village hypothétique, vous remontez au bout de 5 ans les morts, il y a plus de morts parmi les A que parmi les AS. Il y a une sélection dans cette population en faveur des AS à cause du paludisme. Donc, dans l'histoire de l'humanité, lorsque cette mutation est survenue dans les zones où il y avait le palud, il y a eu une sélection en faveur des AS. Cet événement est arrivé en Afrique, mais pas qu'en Afrique, cet événement est aussi arrivé en Inde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et comme il y avait le palud dans les deux zones, il y a une sélection en faveur des AS. Donc c'est une sorte de paradoxe. On est porteur d'une maladie potentiellement grave quand on est deux à la transmettre à ses enfants, mais quand on est porteur sain, on est protégé contre une cause de mortalité importante dans cette région. Et voilà pourquoi on explique que c'est dans les régions où il y avait le paludisme qu'il y a beaucoup de drépanocytose et de sujets AS. Et effectivement, quand on regarde la carte du monde et qu'on voit où sont les populations AS, c'est complètement calqué sur les zones où il y a le palud. Donc ce n'est pas une malédiction, c'est un événement scientifique. J'ai dit que j'allais être savant, j'ai été savant. Et lorsque cet événement, effectivement, qui est survenu, il y a des dizaines de milliers, centaines de milliers d'années, peut-être plus, qui sait l'origine de l'humanité, moi je ne sais pas, mais cet événement fait que dans une population donnée, eh bien, il y a plus d'AS que de AA à cause de ce paludisme, qui est un événement extérieur qui sélectionne les AS par rapport aux AA.
Bonjour à tous. Donc vraiment, je suis très ravie d'assister à cette conférence parce que ces problèmes vraiment touchent également ma famille. Donc j'ai ma nièce qui est à Paris et ma cousine qui a un enfant qui est atteint de cette maladie. Et ma nièce, elle a 2 enfants qui sont à bas âge. Donc j'aimerais quand même avoir de plus amples informations pour votre association à Paris, pour le conseiller d'aller vraiment assister à vos conférences à Paris, s'il vous plaît. C'est bien, nous avons le carnet de l'association qui est là avec l'équipe qui vont le mettre à la sortie. Je crois qu'ils ont mis plus là-haut. On va vous donner, puis vous allez leur dire. Ça serait intéressant qu'ils viennent justement assister à la conférence que nous organisons, parce que comme disent les médecins, autant prévenir que guérir. Donc quand ils ont une formation, je crois que ça peut éviter beaucoup de choses et attendre d'avoir déjà l'enfant malade pour commencer à chercher le traitement. Voilà. Moi aussi, Cathy, je viens de la Côte d'Ivoire et dans ma famille, il y a des drépanocytaires. Parce que moi-même, je suis porteur sain. Et j'ai 2 neveux, il y a un malheureusement qui est décédé à l'âge de 3 ans et le deuxième aujourd'hui, il a 7 ans. C'est très difficile pour lui. Et donc moi, je souhaiterais savoir, est-ce qu'il y a un régime pour un malade, enfin, pour un enfant qui a la drépanocytose? Est-ce qu'un régime alimentaire surtout? Non, il n'y a pas de régime alimentaire particulier. Ce qui est important, c'est qu'ils boivent beaucoup, c'est qu'ils prennent une vitamine qui s'appelle l'acide folique tous les jours. Et après, si sa maladie est grave, les médecins lui prescriront, dans certains cas, très souvent un antibiotique qui s'appelle l'oracilline et plus rarement l'hydroxyurée dont je vous ai parlé. Mais malheureusement, il n'y a pas, et d'un autre côté, heureusement, parce que ces enfants sont déjà assez handicapés par cette maladie, il n'y a pas à suivre un régime particulier. Personnellement, dans ma famille, j'ai une nièce qui a de la drépanocytose, hein, depuis qu'elle est née et tout. C'est vrai, quand elle était toute petite, elle était tout le temps transfusée. Tout le temps transfusée. Mais elle a été aussi soignée par, comme on a dit tout à l'heure, par les indigènes. Vous voyez, la médecine traditionnelle. Mais là, elle a plus de 20 ans. Elle a 25 ans, quelque chose comme ça. Elle n'a plus fait des crises et elle n'a plus été transfusée. Est-ce que c'est une évolution normale ou ça peut changer avec l'âge? Notre médecine allopathique, la morphine, la transfusion, les greffes, etc., rend des services considérables, on est bien d'accord. Mais pour traiter un symptôme aussi difficile que celui de la douleur, manifestement, de temps en temps, nous sommes confrontés à nos limites. Et c'est là que des thérapeutiques adjuvantes, auxquelles on n'aurait pas pensé, de kinésie, d'hypnose ou d'autres interventions, je ne suis pas un spécialiste, mais ont certainement leur place. En d'autres termes, ce n'est pas en tant que représentant académique, universitaire de la médecine allopathique que je dis que nous suffisons à faire face à toutes les difficultés que rencontrent les patients drépanocytaires. Et de mon point de vue, il y a la place pour la médecine traditionnelle. Malheureusement, je ne suis pas médecin traditionnaliste. Il y a des choses, certainement, dans la médecine traditionnelle. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, tout le problème est de savoir, est-ce qu'on peut avoir une preuve en disant que... Parce que c'est ça le problème de la médecine traditionnelle. Les gens ne disent pas que tel produit, dans telle indication, peut donner ça. Dans tel point de l'Afrique, on utilise tel produit, dans tel autre, on utilise tel produit. Et je pense que c'est difficile d'arriver à savoir quels sont les éléments qui peuvent intervenir dans telle ou telle pathologie ou symptomatologie précise. Donc je suis vraiment mal à l'aise parce que je n'ai que la... Oui, je suis africain, je l'assume et je le reconnais, mais malheureusement la médecine en Afrique, il y a longtemps que je ne la fais pas. Et donc je sais que la médecine traditionnelle a une certaine efficacité dans certaines choses, mais des trucs sur lesquels l'objectivité peut se voir. Une personne fait de la diarrhée, on lui donne des racines, la diarrhée s'arrête. On peut dire que ça a marché. Voilà, ça c'est quelque chose, mais la douleur est une notion subjective, donc c'est difficile voilà, de dire que ça a marché
les infections, je n'ai pas l'impression, à ma connaissance, que le traitement africain ait un quelconque rôle dans les infections, pour continuer toujours dans la drépanocytose. Voilà, donc j'avoue que je vais vous décevoir, mais je ne peux pas être plus précis en tant qu'Africain, malheureusement. L'enfant, c'est une personne qui souffre en silence. Il est soigné, il est nourri, les parents sont là, mais parfois l'enfant ne comprend pas la maladie. Il y a autre chose qui peut amener aussi. Il y a des choses à dire, il a des angoisses, et il peut verbaliser ces angoisses. Et les psychologues et les psychothérapeutes sont là aussi. Ça aussi, Merci, très cher. Ah, ok. Je voudrais remercier d'abord Mathilde Diouf, notre adjointe au maire, qui est partie. C'est pas grave, mais elle verra quand même son merci par la vidéo. Mesdames et messieurs, distingués intervenants, je suis très touchée de voir qu'on a réussi, après 2 ans de préparation, on a réussi aujourd'hui à monter cette antenne. La présidente de l'association Espoir de Vivre aura tout dit. L'essentiel. La raison d'être du groupe, les actions déjà réalisées et surtout l'ambition de l'association. L'antenne que je vais avoir le privilège de conduire avec le soutien de Frédéric Soudé qui m'accompagne tout le temps, de Nanette, ma fille, Mbalu, de mes copines qui sont à côté, de Fatou, Niang, de Fanta, de Doudou, de Filoté, et sans oublier mon mari qui m'a accompagné pendant tous ces projets. Je remercie tous les autres membres du bureau que je n'ai pas cités, excusez-moi. La mission de matérialiser cette ambition, celle de promouvoir la lutte contre la drépanocytose à travers les territoires français, en commençant par chez nous, ici à Nice et dans les Alpes-Maritimes. La présidente Pauline Mbakou l'a bien déclaré, il s'agit d'un défi colossal. Tant l'ignorance de la maladie est généralisée et la préoccupation des gens en matière de santé peut être tournée vers les maladies les plus courantes au sein de la société française. Mais avec mon équipe, cette difficulté va être au contraire, va me motiver. Je vais parcourir la ville, les environs et même l'ensemble du département pour distiller le message sur l'existence réelle de la drépanocytose et les dangers dus à l'absence de prévention, comme l'ont précisé les professeurs et les docteurs. Les jeunes sont surtout concernés par la prévention car il y a beaucoup de morts inutiles et nous avons tous le devoir de sauver les vies humaines. Nous n'avons pas besoin d'être des héros pour venir à bout ou éviter certains drames humains de notre société ou dans le monde. Nous avons besoin parfois et simplement d'écoute, d'information et d'entendre la voix de notre cœur. J'entends par là connaître l'existence de la maladie, aider à la combattre, faire un don, je remercie Magali, au passage, approcher le malade, etc. Ce sont des gestes simples qui ne demandent qu'à être posés si nous y mettons de la volonté. Je sais qu'il existe beaucoup de freins pour accomplir certains actes ou gestes. Mais comment les enfants drépanocytaires survivraient-ils si nous ne pouvons pas vaincre et surmonter ces obstacles? La fraternité, l'un des 3 mots de notre belle devise française, nous recommande justement l'esprit de solidarité et de générosité.
Nous avons donc la responsabilité que s'installe plus de fraternité en France. La responsabilité est ce qui caractérise l'homme. Et être un homme, c'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir un monde. Tous les jours ici en France, ou ailleurs en Afrique, des familles entières sont brisées. Dans le silence, dans l'anonymat, sur fond d'existence de la drépanocytose. Mais ce sont comme très souvent les femmes, les mamans qui payent au prix fort. En se voyant chassées du toit conjugal parce qu'elles sont accusées de sorcellerie ou de malédiction à la suite de décès d'enfants nés drépanocytaires. Allons-nous être en quelque sorte des complices de ces tragiques, de toutes ces tragiques qui déchirent nos communautés, souvent à notre insu? Tel n'est évidemment pas notre désir. Car chaque année, les télétons de la volonté de nos populations de participer au bien-être collectif, du désir de voir le maladie rare, orpheline, être vaincu par la recherche et par des soins appropriés. J'espère que bientôt un téléthon sera organisé en faveur de la drépanocytose. En attendant, permettez-moi, pour l'association Espoir de Vivre des Alpes-Maritimes, de miser sur l'appui du public de toutes catégories et sur le pouvoir public de la ville et de la région pour reprendre la pensée de la présidente Pauline Mbakou. À tous les participants, aux habitants de Nice et d'ailleurs de la région, je lance un appel profond pour des adhésions massives en tant que simple adhérent et comme membre bénévole. Et pour terminer, je tiens à vous remercier pour avoir répondu à votre invitation. Vive les Alpes-Maritimes, vive l'association Espoir de Vivre. Cette pensée et cette bonne cause. Je pense que nous allons terminer cette manifestation et passer au cocktail, mais avant cela, nous allons faire une photo de famille. Et donc, j'invite les personnes qui sont sur le côté de se mettre sur la partie centrale, et avec nos éminents professeurs, nous allons descendre dans l'arène pour faire la photo de face.
Philippe. Oui, à toi. Et voilà, c'est la fin. Qu'est-ce que vous pensez de la journée d'aujourd'hui? Vous avez un mot à dire En tout cas, on ne s'y attendait pas, tout s'est bien passé. En tout cas, on a été vraiment gâtés par la ville de Nice. Ah, vous n'êtes pas de Nice? Non, nous venons de Paris. Vous venez de Paris. Voilà, franchement, ça fait plaisir. J'espère que ça a été une bonne journée. On a essayé de passer cette journée ensemble pour sensibiliser les gens au moins sur cette maladie. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire à la personne qui s'est vraiment décidée de se lever contre cette maladie? Parce que je sais qu'elle aura l'occasion de regarder cette vidéo. Et quel est le message que vous pouvez lui adresser aujourd'hui? Parce qu'on sait que c'est pas facile, c'est un chemin qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de courage aussi. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez pour cette personne qui s'est vraiment levée pour relever ces grands défis? Donc nous qu'est-ce qu'on peut dire? Nous l'encourageons de nous suivre sur cette voie-là pour vraiment lutter ensemble, comme on dit, l'union fait la force, pour lutter vraiment contre cette maladie, lutter comment? En répandant l'information autour de nous. Voilà. Ben alors, soyez les bienvenus dans la ville de Nice et passez un bon séjour ici. Merci à vous. Allez, bonne soirée à vous. Merci. Il faut pas... Ouais, ça rentre là. Eh ben oui. C'est bien, c'est bien. Thank you.